que je vais présenter aujourd'hui, la pratique des lieux frontières dans le roman du XVIIe. C'est la question que je travaille pour mon postdoctorat. C'est vraiment, pour l'instant, elle est à l'état de projet ou d'intuition. C'est comme ça que je vais vous la présenter, c'est comme ça aussi qu'il faut l'apprendre. C'est comme ça que je vais vous la présenter, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris le parti de faire cette présentation comme une espèce de promenade guidée à travers des textes, plus que par problématique. Ce qui va me permettre d'une part d'expliquer un peu comment c'est fait, comment se construit l'intuition, et d'autre part ce que je pense faire sur les textes, ce qu'on peut faire à partir de là. C'est également comme ça qu'il faut le recevoir, c'est-à-dire qu'évidemment je suis preneuse de toutes les questions, remarques, suggestions que vous pourrez avoir. Alors, quelle est l'intuition de départ? Ça va se clarifier un peu au fur et à mesure, mais tout de suite pour mettre les choses un peu en place, et pour expliquer aussi un peu le titre, ce que j'entends par lieux frontières, c'est des lieux qui ne sont ni marginaux, ni reconnus, c'est-à-dire soit institutionnellement, politiquement, socialement, etc. Autrement dit, des lieux qui sont intermédiaires, et souvent, en fait, dans les textes, qui deviennent des lieux de passage. D'où l'hôtellerie, la ruelle et la prison. Alors en fait, dans les textes, dans les extraits, il n'y aura pas de ruelle finalement, mais je pourrais en parler plus tard si vous voulez. Mais par exemple, c'est toujours des lieux du vivre ensemble, des formes de lieux communautaires si vous voulez, qui sont ni cachés ni interdits dans le paysage urbain, mais qui ne sont pas centraux non plus. Par exemple, l'hôtellerie qui est une étape, en général c'est une étape de voyage, qui est intéressante, on y reviendra dans les exemples, parce qu'elle réunit des classes, ce qu'on appelle aujourd'hui des classes au XVIIe, qui en général se croisent très peu, sauf dans les rues. C'est pas un lieu interdit, mais par exemple on y pratique la prostitution qui elle est illégale au XVIIe. De la même manière, c'est la même chose pour la prison, j'y reviendrai aussi, mais la prison c'est pas une peine au XVIIe, donc elle se situe entre le moment où on est arrêté et le moment où on va vraiment avoir une peine, à savoir exil, bagne, remboursement de dettes, etc. Donc ce qui m'intéresse sont des espaces intermédiaires, c'est-à-dire qui vont faire à la fois jonction et médiation, qui ont ce double rôle-là, et qui vont dialoguer avec cet imaginaire du vivre ensemble. L'importance de ces lieux, à mon avis, elle est double au moins. D'une part parce que par rapport à une certaine idée de l'ordre, et du coup évidemment du désordre, qu'est-ce qui est désigné comme frontière par rapport à quel lieu, qui aussi va être capable de désigner tel ou tel lieu et de constituer l'ordre urbain, etc. Et quelle catégorie ça met en jeu aussi, et d'autre part par rapport à la question de l'identité, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique de se positionner ou d'investir un espace frontière, et qu'est-ce que ça veut dire au XVIIe siècle de se présenter entre deux catégories. Puis on va voir les implications que ça a au fur et à mesure. Mais simplement, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les textes exemple par exemple, en commençant par le texte dont tout est parti, en tout cas pour moi, à savoir Les États et Empires de la Lune et du Soleil, de Cyrano de Bergerac. Donc il s'agit de deux récits, La Lune et le Soleil, qui racontent un voyage entrepris par un esprit curieux. Et dans ces textes-là, on peut distinguer en fait trois lieux frontières hétérogènes, mais qu'il faudrait en fait, à mon avis, travailler ensemble. J'insisterai surtout sur les deux premiers et moins sur le troisième, mais d'une part le lieu narratif, l'antichambre, la prison, l'hôtellerie, etc. D'autre part le corps, donc ça va résonner un peu avec ce que vous disiez tout à l'heure, mais qui est en fait au XVIIe représenté et conçu comme un espace à part entière, et qui fait aussi l'interface entre le dedans et le dehors, mais aussi entre le monde des désirs et le monde des règles, des interdits, etc. Et troisième chose, le genre romanesque lui-même, qui au XVIIe est pour le coup un genre frontalier, si on veut, puisque c'est un genre qui est pas qui a peu de reconnaissance institutionnelle, c'est-à-dire que ça ne sert pas du tout dans une carrière d'auteur. En revanche, tout le monde lit des romans, et on écrit beaucoup de romans aussi. Et en fait, à partir de là, à partir de Cyrano, j'essaierai de vous montrer comment ça se retrouve dans d'autres romans comiques. Donc là, je donnerai deux exemples, un du roman comique de Scarron, et un exemple tiré des aventures de Da Souci.
Et d'autre part, et ça c'est à mon avis plus étonnant, comment en fait ça se retrouve en fait dans les romans ou les histoires galantes du XVIIe. Et là j'aurais deux exemples encore, La princesse de Clèves de Lafayette et Don Carlos de Saint-Réal. Voilà pour le parcours. Alors, donc je commence par Cyrano. Pour situation rapide pour les textes, donc il y a deux récits, La Lune et le Soleil, qui sont publiés posthumes tous les deux, l'un en 1657 et l'autre beaucoup plus tard en 1692. Et donc on a un personnage qui est aussi le narrateur, donc c'est un roman à la première personne, qui apparaît une seule fois sous le nom d'Ircona, enfin sous l'anagramme d'Ircona, mais sinon qui n'est jamais nommé, et qui décide d'aller voir par lui-même si la Lune ne serait pas un autre monde à laquelle notre monde servirait de lune. Donc il décide de partir, il rate son coup une première fois, il tombe au Québec, il repart, il arrive dans la Lune, et il revient sur Terre, en fait, il rencontre le diable, bref, il est rejeté sur Terre, il arrive à Toulouse, ça c'est le début du Soleil. De Toulouse, il est emprisonné, il arrive à s'échapper et à repartir dans le Soleil, et avant le Soleil, il visite une petite macule qui est juste entre le Soleil et la Terre. Et le récit s'arrête assez abruptement en fait dans le Soleil. On ne sait pas s'il l'a fini comme ça ou si c'est inachevé ou quoi. Donc très souvent, en fait, le personnage se trouve dans ces espaces justement qui sont pas qui sont un peu flous, intermédiaires, c'est-à-dire une maison en bordure de ville, la macule avant le Soleil, la prison, j'y reviendrai. Et en fait, à chaque fois, il expérimente non seulement un autre corps personnel, il y a c'est une vraie expérience physique, ce voyage, mais aussi un autre corps politique. C'est une autre manière d'être avec les autres, d'être en relation. C'est cette interaction entre une expérience spatiale, une expérience physique et une expérience communautaire qui m'intéresse. Alors, deux exemples pour ça. Le premier, ça se passe au moment où il revient de la Lune. Donc, il atterrit à Toulouse, c'est le tout début du récit du Soleil. Et donc, le personnage est encouragé par ses amis à publier le récit de son voyage dans la Lune. Donc il publie un texte qui s'appelle « État et empire de la Lune », donc une espèce d'effet de reprise. Et la publication du texte, en fait, va diviser la ville en deux, entre ceux, alors je cite, qui dénoncent un pot pourri de contes ridicules, et les habiles, celui qu'il appelle les habiles, qui vont le défendre. Alors pourquoi le texte divise la ville en deux ? Parce qu'en fait, ça remet notamment en cause tout un tas de présupposés, de préjugés, d'idées aussi reçues au XVIIe siècle, notamment le géocentrisme, puisque le personnage, par son voyage, découvre qu'en fait, c'est la Terre qui tourne autour de la Lune, qui bouge et qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse, etc. Et le géocentrisme est encore la position officielle donc, de l'État et de l'Église, donc il remet en cause le géocentrisme, l'hégémonie de l'homme sur les autres espèces, donc l'ethnocentrisme aussi, la place de la raison, et la place aussi de la religion dans la société. Donc à partir de là, à partir du moment où il publie son texte, le personnage se heurte à ceux qu'il appelle les idiots, ou les a heurtés, c'est-à-dire d'une part ceux qui s'en remettent à l'autorité, qui obéissent, et d'autre part ceux qui veulent garder le pouvoir, notamment il y a le curé du village qui le poursuit, etc. Donc le personnage est soupçonné d'être un sorcier, on l'appelle Satanus Diabolas, alors ceux qu'il appelle des ambassadeurs à long poil, c'est-à-dire en fait les parlementaires de Toulouse, le persécutent, le pourchassent et font tout pour le mettre en prison. Donc ça, c'est l'atmosphère qui règne en ville à Toulouse, au moment où il arrive. Donc il y a tout un champ sémantique comme ça de la division, il parle de batailles, de querelles, de factions, les ignorants, les buteurs, etc., les superstitions. Mais malgré tout ça, il possède deux amis très puissants, le marquis de Cussan et monsieur de Colignac, qui, eux, le protègent des attaques extérieures. Et donc le texte, alors c'est la première citation que je vous ai mise, présente comme ça, comme suit les rencontres entre les trois personnages. Donc le marquis de Cussan, voisin de Colignac, homme qui se connaît aux bonnes choses, était ordinairement avec nous et nous avec lui. Et pour rendre les lieux de notre séjour encore plus agréables par ce changement, nous allions de Colignac à Cussan et revenions de Cussan à Colignac. Les plaisirs innocents dont le corps est capable, ne faisant que la moindre partie. De tout ce que l'esprit peut trouver dans l'étude et la conversation, aucun ne nous manquait.
Et nos bibliothèques, unies comme nos esprits, appelaient tous les dox de notre société. Nous mêlions la lecture à l'entretien à la bonne chère, celle-là à la pêche ou à la chasse, aux promenades, et en un mot, nous jouissions, pour ainsi dire, et de nous-mêmes, et de tout ce que la nature a produit de plus doux pour notre usage, et ne mettions que la raison pour bonne à nos désirs. Donc, la maison de Colignac, en fait, elle se trouve à l'écart de la cité, enfin un peu à l'écart, mais pas exactement séparée non plus d'elle. Et Colignac la présente comme suit, je ne vous ai pas mis la citation, mais je vous la lis. Ma maison est telle qu'on ne la peut forcer sans canon, elle est très avantageuse d'assiette et bien flanquée. Donc, il dit ça pour rassurer le personnage. Mais en fait, elle n'est pas en réalité si protégée que justement les parlementaires, etc., ne viennent jusqu'à cette maison pour réclamer le personnage pour pouvoir le mettre en prison. Donc il y a quand même un effet de circulation constant entre l'intérieur et l'extérieur. Et elle reste, en fait, cette maison, ouverte, et aussi parce que la référence sous-jacente, c'est le jardin d'Épicure, c'est-à-dire qu'en fait, comme le jardin d'Épicure, elle est ajourée, en fait, cette maison, c'est-à-dire qu'elle reste ouverte sur la cité dont en même temps, ou la police, dont en même temps, elle essaye de se protéger. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que derrière ces murs va s'épanouir une communauté d'amis dont les règles sont, en quelque sorte, le revers de celles qui ont lieu à l'extérieur de la maison. On trouve, donc c'est ce qu'il dit dans l'extrait, les plaisirs naturels, les désirs bornés par la raison, le compagnonnage intellectuel et sensuel, une espèce de société de sages qui vit un peu à part et qui constituent les principes de cette société-là à l'intérieur de la maison de Colignac. Donc en fait, par effet de contraste avec ce qui se passe à Toulouse, on a d'un côté la promenade contre de l'autre côté la fuite, la conversation et l'entretien contre la surdité des Toulousains, les bibliothèques, les lectures, etc., contre les ignorants. Et donc d'un côté, on va avoir la protection, la lecture, les plaisirs, et de l'autre, les pressions, les négociations, la superstition. Donc, si vous voulez, les amis font corps, en fait, ici, à côté ou contre le corps politique. Et c'est pas juste, en fait, un effet de polarité à intérieur-extérieur, il y a, en fait, du point de vue narratif, un vrai effet de frontière, si vous voulez, parce qu'en fait, le moment chez Cusson et Colignac, c'est la respiration entre le moment où le personnage atterrit à Toulouse et le moment où, de fait, il va être véritablement mis au cachot. Donc il y a un découpage, une topographie urbaine qui engage à la fois un questionnement sur le lien social, une représentation du corps, ces désirs auxquels je peux laisser libre cours, et ultimement aussi la place de l'écrivain dans une société de service telle qu'elle fonctionne au XVIIe, puisqu'il ne peut pas en fait survivre s'il n'est pas protégé par Cusson ou Colignac. Et c'est ces trois niveaux de sens en fait qui me semblent remarquables, puisqu'on a là un lieu qui devient frontière, et en fait en devenant frontière qui va constituer un espace de critique, de transformation, d'invention par rapport à une espèce d'invention d'autres sociétés. Alors je vous en donne un deuxième exemple, toujours dans Cyrano, qui est beaucoup plus radical comme exemple, qui reprend les mêmes problématiques de façon plus radicale, d'une part parce que le texte lui-même a quelque chose d'hyperbolique, et d'autre part parce que aussi ça interroge pour le coup la notion même de frontière, c'est-à-dire au sens de limite entre des catégories, de limite qui définit, c'est-à-dire qui va permettre de tracer une borne, c'est-à-dire cette limite au-delà de laquelle on n'est plus soi, au-delà de laquelle on passe à autre chose. Et cette notion, ici l'espace frontière, elle va permettre aussi de poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une différence ? Qu'est-ce que c'est qu'une catégorie ? Qu'est-ce qui va permettre de différencier deux espaces, deux genres ou deux êtres ? Alors la scène, elle se passe cette fois dans la lune. Le personnage en fait est privé de son compagnon qui est le démon de Socrate, parce que le démon de Socrate est occupé à autre chose et donc dit au personnage, promène-toi dans la ville et puis visite un peu l'endroit. Et donc le personnage marche en fait, se promène et tombe sur un convoi funéraire. Donc là, c'est le procédé du récit de voyage qui se met en place, puisqu'il tombe sur un convoi funéraire. Un des habitants qui se promènent lui explique qu'en fait, quand on est un mauvais citoyen dans la Lune, on est condamné à mourir de mort naturelle,
et, je cite, à être assisté d'un convoi de 150 de ses amis avec commandement à eux, en punition d'avoir aimé un envieux et un ingrat, de paraître à ses funérailles le visage triste. Dans le pire des cas, il faut même pleurer. Donc ça, c'est juste le principe de l'inversion qui permet, qui permet au lecteur d'interroger ses propres coutumes et ses usages, est-ce qu'ils sont vraiment si naturels ou normaux que ça. Donc il y a une hiérarchie comme ça des morts possibles dans la Lune. Mais la plus belle mort, c'est la mort qui est réservée aux philosophes, et dont je vous ai mis un extrait qui est un peu long, mais que je vous lis. Donc c'est la deuxième citation. Donc ce n'est pourtant pas encore notre façon d'inhumer la plus belle. Quand un de nos philosophes est venu en un âge où il sent ramollir son esprit et la glace des ans engourdir les mouvements de son âme, il assemble ses ennemis par un banquet somptueux, puis, ayant exposé les motifs qui l'ont fait résoudre à prendre congé de la nature, le peu d'espérance qu'il a de pouvoir ajouter quelque chose à ses actions, on lui fait ou grâce, c'est-à-dire on lui ordonne la mort, ou un sévère commandement de vivre. Quand donc à la pluralité des voix, on lui a mis son souffle entre ses mains, il avertit ses plus chers et du jour et du lieu. Ceux-ci se purgent et s'abstiennent de manger pendant 24 heures. Puis, arrivés qu'ils sont au logis du sage, après avoir sacrifié au soleil, ils entrent dans la chambre où le généreux les attend, appuyés sur un lit de parade. Chacun vole au rang aux embrassements, et quand se vient celui qu'il aime le mieux, après l'avoir baisé tendrement, il l'appuie sur son estomac, et joignant sa bouche à sa bouche de la main droite, qui la libre, il se baigne un poignard dans le cœur. L'amant ne détache point ses lèvres de celles de son amant qu'il ne le sente expirer. Alors il tire le fer de son sein, et fermant de sa bouche la plaie, il avale son sang et sue jusqu'à ce qu'il n'en puisse boire davantage. Aussitôt un autre lui succède, et l'on porte celui-ci au lit. Le second rassasié, on le mène coucher pour faire place au troisième. Enfin, toute la troupe repue, on introduit à chacun, au bout de 4 ou 5 heures, une fille de 16 ou 17 ans, et pendant 3 ou 4 jours, qu'ils sont à goûter les délices de l'amour, ils ne sont nourris que de la chair du mort, qu'on leur fait manger toute crue, afin que si de ces embrassements il peut naître quelque chose, ils soient comme assurés que c'est leur ami qui revit. C'est pour ça que je dis ça a un côté un peu extrême. Alors, je sais pas, on en discutera après, mais je n'insisterai pas là-dessus, mais évidemment, les deux sous-textes là-dedans, hein, c'est et la scène ou l'Eucharistie, et le banquet socratique. Mais je laisse ça de côté. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'en fait, il s'agit encore une fois d'un lieu très, très spécifique, hein, on est chez les philosophes, c'est-à-dire que, et c'est ce que dit son interlocuteur, on est dans la ville, mais c'est un espace qui n'obéit pas aux mêmes règles que l'extérieur. Et il faut noter ici encore le soin qui est mis à présenter le lieu du banquet comme un espace suspendu, si vous voulez, entre le secret et en même temps le lieu public. C'est le lieu des élus, hein, par excellence. C'est un espace privilégié et par les gens qui réunissent et par les pratiques aussi qu'on y trouve. En effet, on se forme dans cet espace, encore une fois, une société amicale qui implique, et c'est ça qui est important, une reconnaissance positive du corps de l'autre, alors par cette union-consommation, puisque c'est bien son souffle, c'est le souffle d'un particulier, hein, son sang, sa chair, avec ses embrassements, ses bouches collées, etc. Et le fait, donc il y a un passage comme ça de soi à l'autre, une espèce de transitoire des corps qui vont se mêler mais qui ne vont pas se confondre non plus. Et c'est important dans un roman où par ailleurs il y a ce rêve aussi d'une circulation libre de la matière. Et c'est une idée en fait qui revient constamment dans le roman, sous plein de formes différentes, mais l'idée générale c'est qu'en fait il y a peu de choses qui nous séparent d'un animal ou d'un arbre. Parce qu'en fait les animaux on les mange et ensuite on meurt, et on va sous terre et on produit des arbres et les arbres sont mangés par des animaux, etc. Donc il y a comme ça un cycle de la matière qui est aussi là une sorte de liberté du mouvement, qui est une manière de revisiter un peu l'épicurisme, qui s'en éloigne un peu, mais cette idée c'est que c'est aussi parce que la matière circule librement qu'on peut créer et inventer constamment du nouveau. Et c'est ce qui, à l'inverse, en fait, ne cesse d'être réprimé à l'extérieur. Notamment par le cachot. Hein, je vous ai dit, après, il est enfermé. Enfin, après l'épisode de Toulouse, il est enfermé dans le cachot. Le cachot, c'est justement là où on ne peut plus bouger. Hein, c'est l'immobilité physique par excellence. C'est la même chose, en fait, dans les groupes constitués qui refusent le mélange et l'étranger. Hein, chaque fois qu'il arrive quelque part, il est toujours exclu. Ça, c'est la paralysie sociale.
et aussi par la croyance, et notamment cette croyance qui est toujours interrogée dans le roman, en l'immortalité de l'âme et la disparition des corps, hein, qui aussi empêche, par cette permanence de l'âme, empêcherait une transformation possible des êtres. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, il y a à la fois un possible du corps, hein, qu'on voit dans le banquet et ailleurs, hein, mais qu'on voit dans le banquet, par cette circulation, les corps peuvent passer comme ça de l'un à l'autre. Il y a un possible social aussi, puisque le banquet philosophique permet, au sens propre, hein, de faire corps avec autrui, c'est-à-dire faire corps, c'est-à-dire partager des plaisirs, ingérer, digérer l'autre, ce qui n'est pas du tout anodin dans une pensée du XVIIe siècle dans laquelle le corps politique, c'est le corps de l'État et c'est le corps du roi, hein, et c'est justement ce qui bouge pas, hein, et en même temps, et c'est ça aussi qui est important, c'est que c'est pas l'anarchie non plus, hein, il y a un ordre qu'il faut suivre, il y a des règles, etc. Troisième chose, il y a un possible identitaire dans ce banquet, hein, puisque la question qui se pose, ou en tout cas la question qui devient concevable, c'est si je peux manger autrui, hein, si je peux le digérer, où est la frontière entre moi et l'autre, hein, où est-ce que je m'arrête, où est-ce que je commence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, hein, puisque je l'ai dit, il y a une préférence. Quand l'ami meurt, c'est aussi l'ami qu'on veut garder, hein, c'est un être singulier dont on veut garder la vitalité. Mais ce corps-là, le corps des philosophes, c'est aussi cette espèce d'espace où les différences sont absorbées, ou en tout cas où elles peuvent coexister d'une certaine façon. Pouvoir faire sienne la différence de l'autre, être différent sans être séparé, participer et créer sans exclure, échapper au classement qui fiche et qui tue, hein, tout ça, c'est justement rester à la frontière, rester dans cet espace où les mots et les êtres circulent. Sinon, il y a catégorie, répartition et donc exclusion. Et c'est ce qui se passe, hein, je répète, partout ailleurs dans le roman. À chaque fois que le personnage met les pieds quelque part, systématiquement dans la lune, on considère qu'il ressemble à un petit animal, donc on le met en cage. Quand il arrive dans le soleil, on considère qu'il ressemble à un homme, on le met en cage. Donc à chaque fois, la différence, une fois qu'elle est reconnue, hein, c'est synonyme d'exclusion. Donc cet exemple, mais en fait il y en a beaucoup dans les deux textes de Cyrano, montrent le lien possible entre l'occupation d'un espace, d'un certain espace, l'identité et la réflexion aussi sur la communauté politique. Donc il s'agit bien de représenter un espace au cœur de la ville où on puisse penser ou imaginer ce qui se passe justement quand ces frontières-là fluctuent, quand elles se déplacent ou quand elles sont plus essentielles ou essentialisantes. Alors, je peux maintenant m'expliquer sur ce que j'entends par pratique. C'est-à-dire qu'en fait, je ne travaille pas sur... Ce n'est pas un motif qui m'intéresse. Hein, ce que je trouve intéressant, c'est comment et pourquoi certains espaces se constituent, si vous voulez, comme frontières. C'est-à-dire que c'est lié à un usage de l'espace. Hein, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y mange, comment on y parle, avec qui on est, comment on se déplace, etc. Et pourquoi, si je parle de frontières plutôt que d'autres choses, parce qu'en fait, il y a un enjeu politique, hein, qui me semble important dans le découpage de la ville, cet ordre urbain, l'ordre des plaisirs, qui résonne peut-être plus dans frontières que dans d'autres termes possibles. Et donc cet usage-là, on le retrouve en fait dans d'autres romans, et notamment des romans comiques. Alors c'est les deux autres exemples que je vous donne dans le cadre des romans comiques, puisque, parmi les genres auxquels on peut associer les États et empires, on l'a souvent rangé dans les romans comiques. Et là, alors à chaque fois j'essaie de vous donner des types de lieux différents. Pour les romans comiques, il y en a deux, il y a le tripot et la prison. Donc le tripot, l'exemple du tripot, je l'ai pris du roman comique de Scarron. Donc le roman comique, en fait c'est deux parties qui ont été réunies ensemble. Il y en a une qui a été publiée en 1651 et l'autre en 57, et qui raconte en fait les tribulations d'une troupe de théâtre en France au XVIIe, et donc quel succès elles rencontrent, leur quotidien, etc. Alors étant donné la position des comédiens au XVIIe, c'est pas étonnant non plus qu'ils soient associés à ce genre de lieu, hein, puisque ils ont aussi cette position très ambivalente, où ils sont à la fois très recherchés et très courus. Il y a évidemment les troupes du roi, hein, qui elles sont très très protégées, les troupes de comédiens qui sont très protégées, mais d'un autre côté, ils n'ont absolument aucune reconnaissance sociale.
ils sont condamnés par l'Église, enfin, et le théâtre et les comédiens. Ils ont en l'occurrence, ils n'ont aucune... ils n'ont pas le droit aux honneurs funéraires ni rien. Donc ils ont cette position un peu bizarre de à la fois reconnaissance, appel, on les cherche, on les fait venir, et en même temps ils n'ont pas d'existence tellement sociale. Et dans le roman, donc c'est une situation un peu précaire, et dans le roman comique, les comédiens, donc la troupe de comédiens qui est menée par le beau, le destin, passe du coup, parce que c'est une troupe itinérante, passe par d'hôtellerie en taverne, de taverne en tripot, etc. Et chaque fois, justement, ces tripots, ces hôtelleries sont les lieux privilégiés à la fois de la farce burlesque, ça c'est le genre comique qui veut ça, mais aussi, j'ai pas insisté là-dessus, mais c'est intéressant, c'est le lieu du secret, parce que c'est dans les chambres d'hôtel que le destin va raconter en fait sa vraie histoire, va dire d'où il vient, qui est vraiment qui est de l'étoile, etc. Et l'hôtellerie et le tripot sont intéressants, notamment, et c'est ça, ce qu'on va voir dans l'exemple, parce qu'en fait, ce que j'évoquais un peu en introduction, c'est des lieux de rencontre hétéroclites. Et là, en l'occurrence, ils vont réunir à la fois des gens, des personnages qui sont de niveau social très fragile ou bas, les serviteurs, les valets, les bourgeois, ou les déclassés, et aussi les nobles ou les seigneurs qui, eux, passent par les hôtelleries, soit parce qu'ils sont en voyage, donc ils ont besoin d'un arrêt, soit parce qu'ils essaient de passer anonymes, soit parce qu'ils essaient de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc se croisent, notamment dans les hôtelleries de Scarron, le sieur de la Rapinière, qui est en fait le lieutenant du prévôt, ou du Mans, le destin, qui est donc le comédien et qui lui vient d'une famille très pauvre, Mademoiselle de la Boissière, qui en fait est le vrai nom de l'Étoile, qui est la comédienne, une des comédiennes de la troupe, et qui elle par contre est désignée comme fille de condition, plus les marchands, le curé, etc. Donc il y a comme ça une espèce de faune compliquée qui se retrouve dans les hôtelleries, et je vous ai mis, c'est la 3e citation, ce qui dit à propos d'une des premières hôtelleries où il s'arrête. En fait, c'est pratiquement le début du roman, c'est le début d'un des premiers chapitres. Et le narrateur décrit comme suit le tripot où s'arrêtent les personnages. Dans toutes les villes subalternes du royaume, il y a d'ordinaire un tripot où s'assemblent tous les jours les feignants de la ville. Les uns pour jouer, les autres pour regarder ceux qui jouent. C'est là que l'on rime richement en Dieu. Donc en fait, rimer, je vous ai mis, c'est juré, blasphémé, que l'on épargne fort peu le prochain et que les absents sont assassinés à coups de langue. On n'y fait quartier à personne, tout le monde y vit de turc amour, et chacun y est reçu pour railler selon le talent qu'il en a eu du Seigneur. C'est en un de ces tripots-là, si je m'en souviens, que j'ai laissé 3 personnes comiques, récitant la Marianne, devant une honorable compagnie à laquelle présidait de la Rapinière. Donc en fait les 3 personnes comiques, c'est le destin, la rancune, qui est un autre comédien, et la caverne, qui est la jeune première de la troupe. Il s'arrête en fait à l'hôtellerie qui s'appelle l'hôtellerie de la Biche, qui se trouve au Mans. Et en fait, il y a 3 éléments que j'aimerais souligner là. D'une part, 3 géographies, si vous voulez, niveau de géographie. Il y a une géographie politique très nette, puisque Scarron prend plaisir à désigner Le Mans comme une ville subalterne du royaume. Donc il y a une espèce de spatialité significative comme ça. Et pour l'auteur et pour les personnages, évidemment, puisqu'on est à la périphérie. Alors, ville subalterne, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas Paris. Donc c'est une ville de province. Donc elle est subalterne par rapport à la capitale, c'est-à-dire par rapport à l'endroit où se trouve le roi, évidemment, où se trouvent les troupes à succès, les troupes célèbres, et où on joue la Marianne, puisque la Marianne, c'est une pièce de Tristan l'Hermite, qui a eu un grand succès et qui s'est jouée en fait à Paris quelques années avant. Donc il y a cette géographie politique-là, il y a une géographie sociale aussi, puisqu'en fait, les personnages se sont arrêtés au Mans plutôt qu'à Alençon. En fait, ils voulaient aller jusqu'à Alençon, mais ils ont été arrêtés au Mans parce qu'à Alençon, il y a la peste. Donc ils sont retenus comme ça, dans cette ville, entre Paris, qui est une espèce de rôle, enfin de Paris fantasmé, et Alençon, qui serait leur point d'arrivée, mais qu'ils ne peuvent pas rejoindre parce que c'est trop dangereux.
Donc, géographie politique, sociale, il y a aussi une espèce de géographie linguistique, et c'est l'importance que souligne le narrateur de la médisance, puisque en fait il n'y a plus de politesse, enfin il n'y a plus de règles de politesse dans le tripot. Il y a une espèce de libération possible de la langue, mais évidemment qui est liée aussi à la poésie, puisqu'il continue quand même à jouer la Marianne. Donc il y a en quelque sorte un contre-pied du savoir-vivre et de la civilité, notamment de la cour. Et le tripot, ça devient l'endroit où, d'une certaine manière, soit il n'y a plus de règles, soit c'est d'autres règles qui vont se mettre en place. Il y a un autre spectacle, c'est ces fainéants qui regardent les joueurs jouer, qui est une critique aussi probablement implicite du spectacle de la cour, où là tout le monde se regarde, on se regarde faire, on se regarde jouer, etc. J'y reviendrai pour l'exemple de Madame de Clèves, enfin la princesse de Clèves. Et d'autre part, dans ces lieux, c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, la possibilité de rencontres et d'aventures totalement incongrues et qui défient justement totalement l'ordre social. Et là, dans le tripot, justement, le comédien boit à côté du curé, enfin, il partage sa boisson avec le curé, le seigneur rencontre le pauvre, etc. Et ici, en fait, dans ce passage-là, ça va se terminer en bataille généralisée entre le prévôt, les joueurs, des magistrats qui passent par là, plus deux pères capucins qui se jetèrent par charité dans le champ de bataille. Et donc Scarron institue délibérément ce tripot, à la fois pour la géographie, la langue, les codes, les codes, les autres qui réunit, de sorte que l'hôtellerie est qualifiée par tout ce qu'on peut y faire, toutes les rencontres, et aussi dans un sorte de brouillage des catégories politiques ou des règles de civilité. Voilà pour le tripot. Et l'autre exemple du roman connu, qui a l'air très loin, mais qui en fait bizarrement est très près, c'est l'exemple de la prison, que j'ai pris que j'ai tiré des aventures de la Soucy. Paradoxalement, ça qui est intéressant, c'est que quoique on soit limité, contraint, violenté dans la prison, elle est aussi en fait représentée comme un lieu favorable. Alors, l'exemple que je vous donne là, il est tiré des aventures de Dasucci qui, elles, ont été publiées beaucoup plus tardivement en 1677, donc c'est la fin du siècle. Dasucci, c'est un poète burlesque très en vogue dans les années 50, donc en 77, il est un peu passé de mode, et qui raconte en fait ses voyages, ses déceptions, ses succès, etc. Il ne s'agit pas vraiment d'une autobiographie, mais je ne rentre pas dans les détails. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, il raconte notamment là-dedans comment il a été injustement accusé de pédérastie, c'est-à-dire notamment d'avoir des relations douteuses avec son jeune page de musique. Et en fait, pour ça, Dasucci, l'auteur, a de fait été incarcéré à plusieurs reprises, dont une fois en 1656 à Montpellier. Et c'est un épisode qui raconte dans les aventures. Et ici, en fait, c'est la prison comme lieu interstice qui va devenir, de manière assez inattendue, le lieu propre du poète. C'est elle qui va le désigner comme un être à part ou un personnage d'exception. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le roman ? En fait, Dasucci est de passage à Montpellier, et il fait face donc à cette rumeur qui grossit, qui est alimentée par ses ennemis, donc sur le fait qu'il a une relation douteuse avec Pierrotin, le petit page de musique. Et en fait, il est arrêté un matin pour être mené au cachot. Donc la prison, elle intervient avant le procès. Donc il est soupçonné, il est arrêté, immédiatement jeté en prison. Et avant aussi la condamnation, quoiqu'en fait, à ce moment-là, Dasucci ne sera pas condamné finalement. Il va être élargi après son passage en prison. Mais j'insiste là-dessus parce que c'est un peu différent de la prison maintenant. Au XVIIe, la prison, c'est en fait là, c'est un lieu d'attente, et notamment c'est là qu'on attend son procès. Donc c'est vraiment un interstice à la fois spatial et temporel. C'est un vrai lieu d'incertitude et d'indécision, puisque c'est là que vont s'organiser toutes les tractations, qu'on va écrire les demandes, qu'on va essayer de faire ses réclamations, qu'on va écrire aussi toutes les éloges qu'il faut pour essayer de séduire les uns les autres, faire jouer son réseau. Et de ce point de vue, c'est vraiment un sas plus ou moins obscur, dépendamment de son statut social, entre le dehors et ce qui va suivre. C'est à la fois un lieu de rétention et aussi
on retrouve, hein, c'est aussi un lieu d'incessante circulation entre l'intérieur et l'extérieur, hein, puisque en général le prisonnier est retenu à l'intérieur, mais il fait venir ses connaissances, il fait circuler les appels, les paiements, etc. de l'intérieur à l'extérieur. Et en fait, c'est ce que dit Dassoucy dans la citation que je vous ai mise là, la citation numéro 5, il raconte au moment où il est dans sa prison qu'il ne se passa pas un jour qu'il ne fût visité par quelqu'un de la compagnie joyeuse de ces beaux esprits de Montpellier. Donc le poète, il est à la fois, si vous voulez, calomnié, exclu, et en même temps, il est aussi visité par la belle compagnie de la ville. Indéniablement, Dassoucy souffre et peine dans sa prison à Montpellier, comme d'ailleurs en fait dans toutes les prisons par lesquelles il passera. Il le dit, je vous ai pas mis à la citation là, mais il raconte que son matelas est dans sa 70e année, parfois il ne peut pas se tenir debout dans sa prison, qu'il est soulevé par 4 régiments de piétons affamés, mais le pire en fait c'est le cachot, parce que là, pour le coup il ne peut pas bouger, il n'a pas de compagnon, il peut faire venir personne. Donc c'est une vraie épreuve physique, hein, sur laquelle l'auteur revient, et c'est ce qui lui permet évidemment de souligner son rôle de victime. Et en même temps, c'est là qu'il connaît, comme en fait dans les hôtelleries, un bonheur qui lui est interdit partout ailleurs. Dehors, c'est un poète dans le besoin qui est soumis au bon vouloir des grands, qui lui donneront ou non son pain, hein, dépendamment, alors que dans la prison, hein, les beaux esprits viennent lui rendre visite, et c'est ce qu'il dit à la fin, hein, pour entendre Pierrotin, lui font des repas de Lucullus. Donc dans la prison, il peut chanter, il discute avec ceux qu'il appelle les chevaliers de la Serpette, qui sont en fait les voleurs. On le prend pour le Diogène du siècle, il dispose d'une audience gratuite et totalement dévouée. Alors qu'à l'extérieur, c'est un poète qui est souvent calomnié, qui est poursuivi et qui est aussi affamé. Donc il est comme ça, il a cette même idée d'opposition entre les deux. Donc on n'a pas affaire à un lieu idéal du tout. Et pourtant, ça devient, comme j'ai dit, le lieu du poète. Contraint, il s'y présente comme en fait libre, ce qui est aussi un pied de nez à ses persécuteurs. Hein. C'est-à-dire, vous avez voulu m'enfermer, mais en même temps, vous avez échoué d'une certaine manière. Avec une voix à lui, une audience, hein, il écrit, il chante, et de quoi manger. Par contraste, avec la société de cour, au fond, la prison n'est pas moins contraignante que la vie du courtisan poète qu'il mène au quotidien, voire au contraire. Donc ce qui se joue comme dans la prison, en fait comme dans l'hôtellerie, je vous ai mis la citation 6, c'est l'exemple dans l'hôtellerie que, j'ai pas le temps de vous lire là, mais c'est le même procédé, en fait c'est un déplacement de perspective, c'est-à-dire que l'enfermement est dehors, et d'une certaine manière la libération est à l'intérieur. C'est-à-dire que dehors, là où il faut satisfaire ses maîtres, hein, ceux qu'il appelle les généreux persécuteurs, du coup, sinon la liberté, du moins la jouissance, peuvent être à l'intérieur. C'est-à-dire que le lieu de réclusion devient un lieu d'expression, si vous voulez. Donc il y a bien, là aussi, une pratique, hein, puisqu'il s'agit d'une représentation, hein, c'est un lieu où on peut chanter, on a des contacts, etc. Du lieu carcéral qui va en faire un lieu frontière, qui permet d'interroger des catégories du dehors, du dedans, du condamné de l'accepter. Et donc, je vous ai mis, vous verrez, l'hôtellerie, c'est la même chose, hein, c'est un des rares moments, sinon le seul, où, parce que justement il est libéré de cette contrainte du courtisan, du poète, etc., il vit une espèce de bonheur éphémère. Et c'est cette facilité en fait de transaction sans avilissement, il échange ses poésies librement contre à manger, contre de la reconnaissance, etc., qui explique aussi le paradoxe du séjour en prison, qui devient un moment heureux. Donc le bien-eurocentre, hein, c'est comme ça qu'il appelle l'hôtellerie. Qu'est-ce que c'est, hein? C'est un endroit où il va satisfaire ses plaisirs, où il n'est pas soumis, où il est à l'abri du regard du seigneur ou du mécène. C'est un endroit qui crée une sorte d'alternative aux magnificences et aux rivalités assassines de la cour. Ce ne sont pas des lieux protégés. L'hôtellerie non plus, hein, c'est pas un lieu protégé, parce qu'il est souvent on lui vole ses affaires, il est battu, etc. Donc c'est pas des lieux protégés, mais ça constitue néanmoins une sorte d'hétérotopie qui sont en bordure des institutions, des lieux de pouvoir, et qui vont déjouer encore une fois ces règles de civilité. Et Dassoucy, qui jamais, à aucun moment dans son roman, choisit
soit la cour, soit la débauche, éprouve dans ces moments très très courts une qualité de vie qu'il n'aura jamais ailleurs. Alors voilà pour les romans comiques. Les deux derniers exemples que je vous donne, ça va aller un peu plus vite, sont tirés, eux, de romans ou nouvelles historiques ou galantes. Ce qui est beaucoup plus inattendu, en fait, parce que ça ne met pas du tout en scène des personnages marginaux ou quoi. Et, en fait, vous allez voir, ça fonctionne assez bien, même si ce n'est pas exactement les mêmes lieux qui vont être désignés comme lieux frontières. Alors, deux exemples rapidement. Le premier, donc, c'est je l'ai tiré de La Princesse de Clèves, qui est un roman, une nouvelle, je ne rentre pas dans le débat, mais qui a été publié donc, à la fin du siècle, en 78, et qui... vous connaissez sûrement l'histoire, mais c'est les amours impossibles entre Madame de Clèves et Monsieur de Nemours. Puisque Madame de Clèves, anciennement Mademoiselle de Chartres, s'est mariée à Monsieur de Clèves. Et c'est un roman qui, pour l'essentiel, se déroule évidemment dans l'orbite de la cour du roi. Cour qui agit en fait comme un aimant, notamment parce que Madame de Clèves, qui essaye de fuir cet amour qu'elle ressent pour Monsieur de Nemours, essaye constamment de partir et d'aller à Coulommiers, qui est l'autre résidence de son mari, mais ne peut pas s'absenter trop longtemps parce que son rang l'oblige à être présente à la cour. Donc la cour attire comme ça. Elle fait aimant, c'est aussi un exemple, ce qui se passe à la cour, et c'est aussi un repoussoir, puisque dans la structure narrative, il y a l'histoire de Clèves et de Nemours, et intercalé, il y a d'autres histoires d'amour de personnages, d'autres personnages de cour, qui vont résonner ou faire écho, miroir déformé ou pas, de l'histoire de Madame de Clèves elle-même. Donc il y a une fascination et une crainte pour ce qui se joue et ce qui va se dénouer dans ce lieu de pouvoir, de sorte qu'en fait le roman est construit presque de manière plus ou moins de manière concentrique, puisqu'il y a à l'extérieur les champs de bataille, puisqu'il y a toujours un écho des guerres, de batailles, qui fait évidemment la gloire des personnages quand ils reviennent. Il y a la cour large du roi, qui inclut Coulommiers, qui n'est pas très loin en fait, qui inclut aussi les salles de bal, les différentes résidences des autres personnages. Et au centre, il y a la chambre du roi, qui est en fait le centre à la fois géographique et politique du roman, qui a En fait, j'ai pas travaillé dessus, mais je pense qu'il faudrait faire quelque chose sur la chambre du roi, parce que ça a un rôle comme ça, à plein de niveaux différents, qui joue aussi sur les autres personnages, etc. Et en fait, la cour, toute la cour, la chambre du roi en particulier, c'est un lieu d'extrême visibilité, d'interprétation constante des moindres signes, des moindres mots, des moindres comportements. Il y a comme ça une conversation à propos de Monsieur de Nemours qui dit qu'il n'aimerait pas que sa maîtresse assiste à un bal. Donc il y a toute une conversation qui s'engage entre plusieurs personnages, et qui donc réfléchissent à qu'est-ce qu'il faut faire, quels vêtements on porte dans un bal, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça va montrer, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, à qui on peut s'adresser ou pas, etc. D'où, évidemment, dans ce contexte, la difficulté de Madame de Clèves à cacher ses sentiments, et sa fuite constante, ses tentatives constantes de fuite à Coulommiers, où en fait elle ne peut pas rester. Et dans ce contexte, le lieu intermédiaire, c'est notamment l'antichambre, qui est souvent une petite chambre à côté à la chambre, où se trouve un lit quand même, qui peut abriter plusieurs personnes, dépendamment de la taille. Sachant que la disposition des pièces à ce moment-là est un peu différente de la nôtre, puisque la chambre est un espace semi-public au XVIIe, puisqu'on y reçoit, la chambre du roi, on y reçoit, on y discute, on y élabore aussi beaucoup de stratégies, et on s'y montre. Si on est reçu à la chambre du roi, il faut montrer qu'on est reçu, il faut s'y montrer avec certaines personnes ou pas. Donc l'antichambre, elle est anti par rapport à cet espace qui est aussi la chambre, qui est aussi un espace très très public, et où les signes sont constamment interprétés. C'est le cas de la chambre du roi, je l'ai dit, c'est le cas aussi, et c'est ce qui m'intéresse là pour l'exemple, c'est le cas de la chambre de Madame de Chartres, qui est la mère de Madame de Clèves.
qui est non seulement la mère de Madame de Clèves, mais qui en fait est sa protectrice, sa guide. C'est elle qui, depuis le début, retient Madame de Clèves contre son penchant, contre son amour pour Monsieur de Nemours qu'elle sent grandir, etc. Ce qui fait qu'en fait, de manière générale, hein, la chambre, le pouvoir, il est dans la chambre, de manière générale dans le roman. Si bien qu'en fait, quand Madame de Chartres est malade, sa fille, donc Madame de Chartres est dans sa chambre malade et sa fille reste dans la chambre. Madame de Clèves reste dans la chambre avec sa mère, parce qu'aussi elle lutte déjà contre son amour pour Monsieur de Nemours. Donc c'est la citation numéro 7 que je vous ai mise, que je ne vous lirai pas en entier, mais ça vous donnera juste une idée. Donc lorsqu'elle revint chez sa mère, hein, c'est Madame de Clèves, elle sut qu'elle était beaucoup plus mal qu'elle ne l'avait laissée, la fièvre lui avait redoublé et les jours suivants, elle augmenta de telle sorte qu'il parut que ce serait une maladie considérable. Madame de Clèves était dans une affliction extrême, elle ne sortait point de la chambre de sa mère, etc. Monsieur de Clèves y passait presque, donc son mari, hein, y passait presque tous les jours. Donc je passe un peu, sa passion n'était point diminuée. Et Monsieur de Nemours, donc, qui avait toujours eu beaucoup d'amitié pour lui, donc pour Monsieur de Clèves, n'avait pas cessé de lui en témoigner depuis son retour de Bruxelles. Pendant la maladie de Madame de Chartres, ce prince trouva le moyen de voir plusieurs fois Madame de Clèves en faisant semblant de chercher son mari ou de le venir prendre pour le mener promener. Il le cherchait à des heures où il savait bien qu'il n'y était pas, et sous prétexte de l'attendre, il demeurait dans l'antichambre de Madame de Chartres, où il y avait toujours plusieurs personnes de qualité. Madame de Clèves y venait souvent, et pour être affligée, n'en paraissait pas moins belle à Monsieur de Nemours. Alors, c'est exact, il y a une autre scène qui est en fait presque la même, hein, qui se passe dans la chambre du dauphin, qui est lui aussi malade, et c'est le même procédé, hein, c'est-à-dire que il y a cette chambre du dauphin malade, comme la chambre de Madame de Chartres malade, où on fait ou non entrer ou pas ceux qui sont dans l'antichambre. Et en fait, ce qui est intéressant et fascinant en même temps, c'est que Clèves et Nemours, enfin Madame de Clèves et Monsieur de Nemours, ne se retrouveront qu'une seule fois dans une chambre. C'est parce qu'ils vont être pris tous les deux dans une intrigue politique et amoureuse, et qu'ils vont être pris à devoir copier une lettre qu'ils ont perdue, etc. Et c'est la seule fois où ils se retrouvent ensemble dans cet espace permis de la chambre, qui est à la fois un lieu conjugal et un lieu commun, là où on peut être visible et se montrer, parce que c'est un lieu autorisé. Et ce qui est notable en fait dans ce genre de roman, c'est-à-dire dans les romans galants, etc., c'est que le lieu intermédiaire, d'une certaine façon, c'est le lieu de l'impossible. C'est-à-dire, c'est là où il n'y a pas de relation, il n'y a pas de relation amoureuse possible en dehors du giron politique et du regard du roi. Si bien que l'antichambre, c'est exactement la visibilité de ce qui n'aura pas lieu, enfin de ce qui ne peut pas avoir lieu, parce que ça n'est plus sous l'œil, on n'est plus sous l'œil du roi ou sous l'œil du pouvoir. Et quand Clèves, en fait, quand Madame de Clèves, à la fin du roman, lutte encore plus violemment parce qu'elle a avoué à son mari qu'elle était amoureuse de Nemours, etc., de nouveau, il y a la même scène où elle repousse, où elle laisse Nemours qui essaye désespérément de la rejoindre et elle le laisse dans l'antichambre. C'est la dernière citation. Donc en fait, l'histoire impossible qui se déploie, c'est une histoire impossible d'amour qui se déploie et qui meurt dans ces lieux qui justement sont des lieux trop fragiles parce qu'ils sont trop loin de l'œil du roi, parce qu'on est trop loin de la chambre d'une certaine façon. Donc il y a là un enjeu politique important, une relation entre la géographie romanesque et la géographie publique ou institutionnelle, avec cette carte du roman qui est liée à la fois à un imaginaire, notamment par rapport à la ville qui est dominée par la cour et par le corps du roi, et liée à une représentation de l'histoire aussi, c'est-à-dire quelle est la place de l'histoire personnelle par rapport à l'histoire commune qui, elle, se joue à la cour, etc. Et je terminerai rapidement par le dernier exemple qui est de Don Carlos de Saint-Réal. Je ne vous ai pas mis la citation, mais je vais vous raconter ce qui se passe. Je l'ai gardé pour la fin parce que c'est assez beau comme exemple. Don Carlos, c'est le fils de Philippe II, qui est le roi d'Espagne. Et
Don Carlos, très très jeune, enfant, est promis à Élisabeth de France en mariage. Donc tout se passe bien, ils sont contents l'un l'autre, etc. Jusqu'au jour où la femme de Philippe II, donc son père, meurt, et Philippe II décide d'épouser Élisabeth de France, qui était promise à son fils. Ce qui est compliqué non seulement par rapport au fils, mais aussi par rapport à Élisabeth II, puisqu'elle a 2 ou 3 fois moins, enfin elle est 2 ou 3 fois plus jeune que lui. Et Philippe II a en plus un geste encore plus violent d'une certaine manière, puisque Élisabeth de France est en France, lui est en Espagne, et il faut l'amener, faut la ramener jusqu'à lui. Donc il s'est marié par sa mère par contumace, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais il faut la ramener en Espagne. Et il demande à Don Carlos d'aller chercher Élisabeth de France sur la frontière espagnole. Donc Élisabeth de France fait le voyage, est accompagnée par Antoine de Bourbon, qui est le roi de Navarre, qui lui doit l'accompagner de là où elle se trouve jusqu'à la frontière espagnole. Et à la frontière espagnole, c'est Don Carlos qui vient la chercher et qui la ramène à son père, Philippe II. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, Antoine de Bourbon, roi de Navarre, conteste la frontière entre la France et l'Espagne. Enfin, la frontière. Donc refuse d'amener Élisabeth de France là où Philippe II lui demande de l'amener. Et Philippe II, qui s'impatiente, accepte provisoirement de reconnaître la frontière que revendique la Navarre, enfin, que revendique le roi de Navarre. Donc il y a cette situation incroyable où Élisabeth de France va être amenée sur une frontière qui n'existe pas, qui est totalement imaginaire, qui politiquement n'a aucune existence. Et c'est là, sur cette espèce de lieu fantastique, et provisoire, éphémère, que vient la chercher Don Carlos. Donc il y a un moment, enfin ce moment dans le roman, où les deux amants se retrouvent sur ce lieu d'une fragilité extrême. Et le texte dit, c'est la première fois qu'ils se voient en vrai. Évidemment, ils tombent follement amoureux dès qu'ils se... C'est la première fois qu'ils se voient en chair et en os. Et le texte dit, après les premières civilités, ces deux illustres personnes, occupées à se considérer l'une l'autre, cessèrent de parler, et le reste de la compagnie, se taisant par respect, il se fit durant quelque temps un silence assez extraordinaire en cette occasion. Il y a tout d'un coup un moment, sur ce lieu qui n'existe pas, des gens qui se rencontrent, qui n'ont pas le droit de s'aimer, qui n'auront jamais le droit, en fait, ça va être aussi toute l'histoire, qui se retrouvent dans ce moment de silence. Donc c'est une très belle mise en scène, à mon avis, de l'interdit sentimental et de l'empêchement politique, qu'incarne et que porte en même temps ce lieu fugace, passager, où les deux amants se rencontrent et en fait réalisent qu'ils pourront jamais être ensemble. Donc juste quelques remarques pour terminer. Ce que je voulais vous montrer, c'est la récurrence de ce phénomène, c'est-à-dire à la fois sur un plan narratif, mais aussi dans la représentation et du corps du sujet et du corps politique. Et à mon avis, il y a quelque chose à creuser là, dans cette transaction entre une représentation géographique, une représentation de soi, et un imaginaire du vivre ensemble, un imaginaire de la communauté. Et ça, en fait, ça me semble aussi intéressant, ça c'est un peu marginal, mais quand même, parce qu'on a souvent tendance à penser et à représenter, à enseigner aussi le XVIIe comme un siècle de la catégorie, de la norme, du bon usage, de la civilité, etc. Alors qu'en fait, évidemment, c'est vrai aussi, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui se joue, et qui, sans un mauvais jeu de mots, qui n'est pas non plus marginal dans la littérature, et de tout le XVIIe, puisque c'est des exemples qui traversent quand même pas mal le siècle. Voilà, je vous remercie.